Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et ce sera une vidéo update lecture. J'ai beaucoup lu, j'ai lu du contemporain, j'ai lu de la jeunesse, enfin c'est un méli-mélo d'à peu près tous les genres, sauf la young adulte et la fantasy. Allez, on va commencer avec la lecture qui est la plus fraîche, celle que je viens tout juste de terminer. Et waouh, c'était du lourd, c'était du très lourd, et il s'agit de Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et donc mon édition, c'est la version de poche de chez Archipoche qui est sortie en 2016. Enfin, ce roman date de 1847, sa première édition. Est-ce que je vous résume Les Hauts de Hurlevent ? Eh bien non, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que c'est un vrai plaisir de découvrir un classique sans n'en rien savoir. C'est ce que j'ai fait personnellement, j'avais échappé à la vague de films, de chroniques et compagnie concernant ce roman, parce que je savais qu'un jour j'allais le lire et que je voulais vraiment le découvrir avec des yeux totalement neufs et naïfs. Et c'est ce que j'ai fait, et franchement c'était tellement génial de me projeter déjà dans cette lecture. Je m'attendais à un truc hyper victorien, très Jane Austen, très romantique, très doux, avec des personnages posés. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ce roman, c'est de la bombe de cruauté et de haine et de colère. Waouh, je m'attendais pas à autant de violence des sentiments, autant de tempête du cœur. Vraiment, c'est incroyable comme j'en ai pris plein la gueule. Plein la gueule, vraiment. C'est une histoire d'amour, vous le savez si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez déjà lu, enfin vous le savez sans doute, c'est l'histoire d'amour de Heathcliff et de Catherine. Catherine qui est une jeune fille, on peut dire de bonne famille, en tout cas bien rangée, et Heathcliff qui est un bohémien, on peut dire ça aussi comme ça, en tout cas un ajout dans cette famille. Ils sont tout jeunes quand ils se rencontrent, ils grandissent ensemble dans des conditions difficiles, dans une maison Hurlevent très atypique au niveau de l'ambiance et où on a l'impression que chaque personnage qui y rentre va mal tourner et va de toute façon devenir torturé. Opposé à une autre maison, la Grange, qui elle est la maison la plus classique du monde, où vous retrouvez les personnages les plus simples et banals. Et ces deux oppositions sont absolument fantastiques parce que justement Heathcliff et Catherine, qui vivent dans une espèce de tourmente non-stop, vont être confrontés chacun à leur manière à cette maison de la banalité, à la Grange. Voilà tout ce que je peux vous en dire, si ce n'est que ce roman contient de la colère, du lyrisme, de la poésie, de la passion. Enfin, c'est un excellent exemple de ce que peut être une histoire d'amour qui ne serait pas terne, qui ne serait pas sans motif. Au contraire, celui-ci est rugueux, il est complexe, il est incroyable. Et en plus, il a une construction narrative particulièrement spéciale et intéressante, à savoir que ce ne sont que des mises en abîme de récits. Le roman, physiquement, commence bien après l'histoire qu'on nous narre, et c'est un personnage inconnu qui vient habiter dans la Grange et qui s'interroge sur son voisin qui habite donc dans la maison Hurlevent, et qui va se faire raconter l'histoire de ce voisin, Heathcliff, vous vous en doutez, par son ancienne gouvernante, en tout cas la gouvernante qui a voyagé de Hurlevent à la Grange. Cette gouvernante, qui a a priori une mémoire assez impeccable parce qu'elle se souvient de tous les dialogues et les monologues dithyrambiques des personnages, va également aller chercher dans sa mémoire d'autres récits, puisque tous les personnages de l'histoire lui ont raconté des passages de leur vie. Elle témoigne, et elle témoigne des témoignages qu'elle a recueillis. C'est assez extraordinaire comme construction narrative. Et ça fait toute la richesse du roman. Je vous parle plus du lyrisme et de la poésie qui sont inclus dans ces pages, parce que vous le savez, voilà, je pense que vous en avez entendu parler. Lisez-le, moi j'ai complètement adoré, et merci encore à mon amoureux pour me l'avoir offert à Noël, parce que c'était une superbe lecture, j'ai adoré. Et je suis assez fière de moi, parce que je n'aime pas les gros livres, ça me fait peur, et celui-là, je l'ai lu. Ça m'a pris un certain temps, j'ai dû faire des pauses, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de perdre foi en ce que c'était que la douceur. Très honnêtement, j'avais l'impression de voir des personnages tous tellement torturés que je ne pensais plus que la gentillesse, la douceur et la paix pouvaient exister dans une relation de couple, mais en fait si. Donc j'ai fait quelques pauses, mais celui-là, il est fantastique et je comprends pourquoi certaines de mes amies m'ont dit que c'était leur roman préféré.
le livre de leur vie. Je comprends vraiment pourquoi, c'est un livre puissant et cruel. Lisez-le, j'ai adoré. J'ai oublié de vous dire, mais je l'ai chroniqué sur le blog, bien évidemment. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Pour faire une petite pause dans Les Hauts de Hurlevent, j'ai lu Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Je suis désolée, je suis certaine d'écorcher le nom de cet auteur. Qui est donc un tout petit manifeste. C'est un compte-rendu de sa conférence TED qu'elle avait faite il y a, je crois, 2 ans, pour introduire le féminisme auprès de bon nombre de personnes, qui est suivi donc dans cet ouvrage d'une nouvelle qui s'appelle Les Marieuses, qui est exceptionnelle, je l'ai vraiment adorée. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du club de lecture Une chambre à nous, que je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description, qui est assez intéressant vraiment parce qu'il y a beaucoup d'idées de lecture à faire. Celle-ci, donc c'est une des 2 premières que nous devons faire pour le mois de mars et avril, les mois de février et mars du coup, pardon. Et qui doit être complétée par la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. C'est déjà fait dans mon cas. Alors comme pour moi c'est déjà fait, moi je me rajouterais la petite analyse, hein, vous voyez rien avec la lumière, mais la petite analyse de Sophie Mousset, Olympe de Gouges et les droits de la femme, qui nous parle un petit peu plus d'histoire et qui interprète la déclaration d'Olympe. Nous sommes tous des féministes, c'est un petit manifeste très simple qui introduit la question du féminisme et surtout qui introduit ça pour plutôt des hommes. C'est très intéressant à lire, j'espère que tout le monde le fera, franchement, ça vous prendra quoi ? Une demi-heure, donc vous n'avez aucune excuse. Et allez rejoindre le club de lecture Une chambre à nous qui est fabuleux. Et on continue dans les tout petits livres et là il s'agit d'un coup de cœur jeunesse pour les tout petits, À l'avenir, de Olivier de Solmini-Hack, là aussi pardon pour la prononciation, et illustré par Junko Nakamura. Publié dans la collection Mouche à l'école des loisirs, c'est un tout petit roman, illustré de façon très sympathique, très jolie, plein de poésie, d'un petit loup qui se pose beaucoup de questions sur son avenir. En fait, il se demande ce qu'il va devenir ou ce qu'on devient quand on grandit, qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi plus tard. Et donc il va se balader dans la forêt parce que la réponse de ses parents ne lui convient pas et il va rencontrer plein de personnages différents avec des caractères bien trempés qui vont lui donner des réponses qui non plus ne lui conviendront pas, jusqu'au moment où il va rencontrer la taupe qui va lui ouvrir les yeux. Et je vous raconte pas la fin parce que vous allez le lire, c'est tellement fin. Il faut le lire, il est absolument superbe. En termes de vocabulaire pour les tout petits, c'est très abordable, je dirais à partir de 7 ans. 7 ans parce que c'est un livre qui fait quand même 7 ans, c'est un livre qui fait quand même 50 pages, donc pas pour les très jeunes lecteurs qui lisent encore avec les doigts, mais plutôt du fin de CP, début CE1, ça ira très bien. Et vraiment, celui-là, je l'ai adoré, je l'ai chroniqué sur le blog, n'hésitez pas à aller voir la chronique, et puis faites-le découvrir à vos enfants. Elle fait partie des lectures que je devais faire pour Noël puisque je l'ai eu en cadeau, encore une fois merci mon chéri. Et une de mes dernières lectures, c'est donc Dites au loup que je suis chez moi de Carole Rivka Brunt aux éditions 10-18 dans leur version poche. Je ne sais plus chez qui c'était sorti, je vous le mettrai. C'est un roman contemporain, une grosse brique encore une fois, j'essaye de vaincre ma peur, que j'ai lu à une vitesse incroyable, j'ai été complètement absorbée par cette lecture. Je l'ai lu en lecture commune avec Vinushka. J'espère que j'écorche pas ton pseudo, j'ai toujours du mal à le lire, la dyslexie qui est en moi s'excuse. Je vous mettrai le lien de son blog et le lien de sa chronique en barre d'infos dès qu'elle l'aura publié. C'était un vrai plaisir d'ailleurs de faire cette lecture avec toi Vinushka, tout simplement parce que tu as raison, c'est super de pouvoir parler en direct avec quelqu'un qui lit le même livre que soi, parce qu'on n'a pas de risque de se spoiler, alors que dans une chronique il faut quand même, moi je fais assez attention de spoiler personne parce que j'ai pas envie de gâcher le plaisir de la lecture. Donc voilà, j'adore les lectures communes, j'espère en refaire très rapidement. C'est l'histoire de June, qui est une jeune fille qui grandit dans les années 80 à New York, en banlieue de new-yorkaise, qui perd son oncle décédé du sida. On se situe dans les années 80. Gros contexte assez lourd pour le sida, puisque c'était encore la maladie des gays, c'était encore une maladie très mal vue, ultra tabou, les gens étaient mal renseignés, il y avait une peur viscérale de cette maladie, c'est normal, c'est une maladie terrible, mais il y avait une peur viscérale de la contamination, les gens n'y connaissaient pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Nous, on fait partie de la génération qui a grandi avec le système de protection, on a eu de la prévention, bon, on est au courant, mais là, dans ce contexte-là, c'était encore très difficile de prendre du recul par rapport à toute cette peur. La famille de June rejette
totalement le compagnon de Finn, son oncle décédé, et June, dans son travail de deuil, va le rencontrer, va créer une relation avec lui qui est également malade, bien évidemment, puisque on part du principe que c'est lui qui a contaminé Finn et que donc c'est un criminel et un meurtrier, on en est là. Et alors effectivement, si c'est un roman sur le sida dans les années 80, c'est le contexte du roman. Mais pour moi, la clé de ce roman, c'est les relations familiales qui sont développées autour de June. June qui est une jeune fille de 14 ans, qui doit avoir des relations assez complexes avec ses parents, puisqu'en plus sa mère lui a caché plusieurs vérités sur son oncle. Sa mère a un passé dont elle ne parle jamais, elle ne s'exprime pas sur sa personnalité, et sa grande sœur qui s'appelle Greta est aussi un personnage assez atypique, plein de vie, avec un sacré fort caractère, et ça donne lieu à des relations de fraternité, en tout cas de sœur à sœur, qui sont très intéressantes, et pour moi c'est ça le point fort de ce roman, c'est la relation June-Greta, qui est criante de vérité, très sensible, hyper bien développée. J'ai adoré ce roman justement parce que j'ai adoré Greta. June, j'ai eu du mal avec ses réactions. Elle a 14 ans et je trouve qu'elle se lie d'amitié avec un étranger de façon assez particulière, même s'il y a un contexte de deuil que je peux pas forcément comprendre puisque je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai trouvé ça assez incohérent par rapport à sa jeunesse. Les relations qu'elle a avec sa sœur en revanche me semblent beaucoup plus justes, même si ça n'est pas du tout celle-ci que j'ai entretenue avec ma petite sœur. Mais elles m'ont beaucoup plus parlé et je comprenais les efforts que Greta faisait pour récupérer sa sœur et que June faisait également pour la comprendre en ayant peur de se faire rejeter et de s'en prendre encore plein la figure. Ça, pour moi, c'était topissime. C'est pour ça que je dis que ce roman est plutôt un roman familial qui traite de la question de la famille plutôt que de la question du sida. On en parle beaucoup, oui, et pour ceux qui n'ont pas vu Philadelphia, le superbe film avec Tom Hanks qui est sorti en 93, oui, vous apprendrez beaucoup de choses sur ce qu'était la maladie du sida dans les années 80. Mais pour ceux qui ont vu le film, ou en tout cas qui se sont intéressés au sujet, il n'y a rien à apprendre. Il y a juste un petit rappel de ce que c'était que cette atmosphère très particulière. En revanche, il y a beaucoup à apprendre sur la nature humaine, sur l'amour d'une famille, sur les relations particulières que l'on peut avoir avec les oncles, les tantes, les pères, les mères, les frères et sœurs. Ça, c'était d'une finesse totale, j'ai adoré. Lisez-le. Il est très très sympathique ce roman. Oui, il y a quelques longueurs. Il y a des longueurs. C'est sûr. Mais franchement, c'est tellement bien écrit, de façon tellement simple, et ça coule tout seul que les longueurs, elles passent sans aucun souci, et c'est pas du tout ça que j'ai retenu de ma lecture. Je l'ai évidemment chroniqué sur le blog, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et la dernière lecture que j'ai à vous présenter, c'est un partenariat. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Robert Laffont grâce à l'opération Masse Critique qu'il y avait sur Babelio. Et il s'agit de Nous les passeurs de Marie Barrault. Je suis particulièrement contente d'avoir lu ce livre et je l'ai compris dès la 2e page quand j'ai lu Talence. Talence, ça vous parle peut-être pas, mais c'est une petite ville dans laquelle j'ai habité pendant à peu près 1 an. Et c'est très rigolo, c'est une petite ville à côté de Bordeaux, juste à côté de là où j'habite actuellement en fait. Et du coup je me sentais vachement impliquée, ce qui fait que ça m'a tout de suite mise dans de bonnes conditions pour lire ce roman. C'est un roman témoignage, puisque la narratrice c'est Marie Barrault, qui nous raconte son travail et ses recherches à propos de son grand-père, dont elle ne savait rien et dont toute la famille taisait l'existence, alors qu'il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un médecin au grand cœur et à l'ordre moral irréprochable, et c'est très touchant de lire ce témoignage parce qu'il est construit de façon assez décousue, mais justement parce qu'il retranscrit parfaitement les recherches de Marie Barrault et son travail sur elle-même pour absorber toutes les informations qu'elle obtenait. Je ne vous raconte pas la vie de son grand-père, car si vous avez envie de lire ce livre, ça vous gâchera totalement l'intrigue. Cela dit, je peux vous dire que c'était une magnifique personne et que ce livre lui rend parfaitement hommage. Et encore une fois, exactement comme dans Dites-Zolou que je suis chez moi, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est également les relations familiales. Au-delà de la relation de la petite fille avec son grand-père qu'elle n'a pas connu et de tout ce travail d'appropriation de la personne qu'elle fait, c'est aussi la relation des 2 enfants, donc de Marie et de son frère, avec leur père, leur grand-mère,
avec toutes ces personnes qui ont réellement connu le grand-père, mais qui n'en ont pas parlé à la nouvelle génération. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce que cette disparition, puisque la seule chose que je peux vous dire sur le grand-père, c'est qu'effectivement il a été arrêté par la Gestapo et qu'il a été envoyé dans un camp. Qu'est-ce que cette arrestation a fait, a provoqué dans leur vie, et pourquoi ce silence alors que c'était une belle personne et qu'il a été reconnu résistant? C'est une très très belle problématique, une problématique humaine, écrite avec beaucoup d'humanité également. C'est très 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 court, hein. C'est écrit super gros, il y a beaucoup de pauses. Quand je vous parlais de Décousu, j'y croyais vraiment. C'est un livre par fragments et qui se lit d'une traite, qui m'a beaucoup émue. Certains passages m'ont beaucoup émue. Et il n'y avait pas ce côté très intimiste, très dérangeant quand on lit un témoignage où on a l'impression de s'immiscer dans la vie de quelqu'un et que même si ce livre avait besoin d'être écrit, il n'avait pas forcément besoin d'être lu. Là, ce n'était pas le cas du tout. C'est un livre qui nous apporte quelque chose, au-delà même de lire un témoignage et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. C'est un livre qui nous fait passer un très bon moment. Vous avez encore un petit aperçu du chat. Bref, c'est un livre assez poignant, très sensible, que je vous recommande vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette update. Il n'y a toujours pas de BD, ne vous inquiétez pas, ça va venir, j'en ai lu beaucoup. J'arrive pas à les chroniquer pour l'instant, il va falloir que je fasse une vidéo entière, mais ça vient. Je suis vraiment ravie d'avoir pu lire enfin des gros livres, je dépasse de plus en plus ma peur des pavés et je pense qu'en 2017 elle sera totalement effacée. Je me suis également plongée dans la lecture d'un petit recueil de nouvelles que je n'ai pas terminé donc je ne vous en parle pas. J'ai encore plein de belles lectures à faire très très bientôt. Je vais bientôt commencer mes lectures pour la sélection du prix de la littérature française pour le salon Lire en poche de Gradignan puisque cette année je fais partie du jury. Il faut absolument que je m'y mette. En attendant, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao. Ça va? Je te dérange pas? Bah oui, j'ai mis des affaires sur ton arbre à chat, ça te fait pas. Oh, tu t'es bloqué la patte. Il est bébête ce chat. Il est bébête ce chat. Oui, t'es bébête. Ah oui, oui, oui. Ah oui, t'es bébête.